Fermez les yeux et imaginez. Au tout début, il n'y a rien. Pas de galaxies, pas d'étoiles, pas même d'espace pour les contenir. Et puis d'un coup, l'univers surgit. Une expansion brutale, une explosion de lumière et d'énergie qui va donner naissance à tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Les atomes, les planètes, le soleil, la Terre, nous. L'histoire du cosmos commence à ce moment-là, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Et c'est une des idées les plus folles de toute l'histoire de la science. Penser que l'univers n'a pas toujours existé, qu'il a eu un commencement, qu'il a évolué et grandi au fil du temps. Aujourd'hui, ça paraît évident. C'est dans tous les manuels. On en parle dans les documentaires, c'est presque une évidence pour tout le monde. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'a pas toujours été là. Pendant longtemps, on a cru que l'univers était figé, éternel, voire immuable. Que le ciel au-dessus de nous était là depuis toujours, et qu'il serait toujours là, sans jamais changer. Alors, comment on a basculé de cette vision figée à l'univers vivant et en expansion qu'on connaît aujourd'hui? Qui a osé dire le premier « l'univers a eu un commencement » Eh bien, ce n'est pas Einstein. Ce n'est pas Hubble comme on pourrait le croire aussi. C'est un homme dont on ne parle presque jamais, mais qui a été le premier à comprendre ça, même avant Hubble. Et cet homme, c'est Georges Lemaître. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il est si important que ça? Pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à lui plutôt qu'à Einstein ou Hubble? Eh bien, parce que sans Lemaître, on n'aurait peut-être jamais eu la vision de l'univers qu'on a aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. L'univers en expansion, le fameux Big Bang, le fait qu'on puisse raconter que l'univers a eu une histoire, qu'il a eu un commencement, tout ça, c'est Lemaître qui l'a mis sur la table, avant tout le monde. Sans lui, on n'aurait pas cette image incroyable du Big Bang. Sans lui, on ne raconterait pas l'histoire de l'univers comme une histoire, avec un début, un développement et une évolution. Sans lui, on serait peut-être resté coincé encore des décennies, avec une vision complètement fausse de la réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Lemaître, c'est un personnage dont très peu de gens connaissent vraiment l'histoire. Pourtant, il est au cœur d'une des révolutions intellectuelles les plus importantes de tous les temps. Il a été en relation avec Einstein, il lui a présenté ses travaux. Il a changé la manière dont on pense le cosmos, et par extension, la manière dont on pense notre place dans ce cosmos. Mais justement, c'est ça qui rend son histoire incroyable. On ne va pas répéter ce que tout le monde sait déjà sur Einstein, sur la relativité ou sur Hubble, ou son télescope. Non. Ici, on va parler de ce que les gens ne savent pas. Et c'est ça qui rend son histoire passionnante. On va parler d'un homme qui n'était pas seulement un mathématicien ou un physicien, mais qui avait une manière très particulière de regarder le monde. Une façon de penser qui le rend unique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Petit message de précision, récemment je me suis fait hacker ma page Facebook, donc il y avait des stories un petit peu bizarres qui étaient publiées. Normalement, j'espère à l'heure où sort cette vidéo, le problème est réglé. En tout cas, j'espère, je suis en contact avec Facebook pour ça. Mais du coup, j'avais 100 000 abonnés sur la page et je suis descendu à moins de 95 000, j'ai perdu 5 000 abonnés juste à cause de ce hack. Donc s'il y en a qui me suivent pas encore sur Facebook ou qui m'ont unfollow parce qu'il y avait ces stories là, c'est totalement normal. Eh bien, n'hésitez pas à revenir, il y a le lien en description ou sinon vous avez juste à taper Zebrlos. Donc là-bas je publie des vidéos en plus de ce que vous voyez sur la chaîne YouTube. Donc c'est des vidéos très courtes, très condensées. Je publie aussi des posts qui racontent un peu l'actualité spatiale et puis un petit peu de story de moi, etc. Enfin vous allez voir. En tout cas désolé pour ceux que ça aurait pu choquer. Voilà, j'en suis pas l'auteur de ces stories là, mais j'espère que le problème a vraiment été résolu. En tout cas, actuellement, on fait tout pour. Donc voilà, pour ceux qui ne me suivent pas encore là-bas, je compte sur vous pour faire monter la page à plus de 100 000 abonnés. Parce qu'on était 100 000 avant et maintenant on est descendu en dessous, on a passé le cap et on l'a repassé en dessous. Ça fait mal. Non, en vrai, voilà, s'il y en a qui veulent me suivre là-bas, allez-y. Alors, superbe documentaire, vous pouvez être fier de vous, de l'émotion, de la science, du fantastique, du rêve, beaucoup de sérieux. Votre documentaire m'a transporté, m'a fait voyager un temps dans notre système solaire, merci à vous. Continuez à nous enrichir, merci infiniment, c'est trop gentil encore une fois. Vous êtes trop gentil à chaque fois en commentaire et merci beaucoup pour votre bienveillance. Et je suis très content qu'en fait mes vidéos vous plaisent comme ça. Et donc moi j'ai une question aussi, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi vous regardez mes vidéos? Parce que je sais qu'il y a une partie des gens qui s'endorment sur mes vidéos, donc je pense que c'est ce côté un petit peu ma voix, etc., qui transporte un peu les gens et qui
vous endort du coup, et je le prends pas mal, vous en faites pas. Et il y a une autre partie qui vraiment se sert des vidéos pour s'instruire, donc vraiment pour comprendre des phénomènes et autres. Mais vous du coup, vous êtes quel type de personne? Je pense que là, c'est les deux plus gros types d'audience que j'ai, donc des personnes qui s'endorment et des personnes qui sont là pour s'instruire. Dites-moi, et en tout cas, merci beaucoup encore une fois pour votre bienveillance en tout commentaire. Sachez que je lis tout, même si je like pas ou je réponds pas forcément, c'est très compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos et énormément de commentaires à répondre. Et avec ce que je fais à côté, c'est compliqué d'être un petit peu partout, donc voilà, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de liker quand je peux, dès que j'envoie des sympas et tout, et puis voilà, donc sachez que vos commentaires ne passent jamais inaperçus. Si vous pouvez me suivre aussi sur Spotify, allez-y, parce que là-bas je vais faire plein de choses assez intéressantes, donc allez-y, le QR code s'affiche ici, le lien est en description et en commentaire épinglé. Vous avez les vidéos toujours un jour en avant-première là-bas, donc voilà, quand c'est publié par exemple le jeudi sur YouTube, et c'est déjà disponible mercredi, donc la veille sur Spotify. En tout cas, merci à vous tous, je pense qu'on peut continuer, et c'est parti. On va revenir un peu plus de 130 années en arrière, en 1894. On est à Charleroi en Belgique, dans une ville qui vivait déjà au rythme de la révolution industrielle. La famille Lemaître n'était pas pauvre, et n'était pas non plus de la haute aristocratie. Le père, Joseph Lemaître, tenait une verrerie. C'était un industriel local, et sa mère, Marguerite Lannoy, venait d'une famille liée au brassage de la bière. Alors oui, c'est un cliché, mais le reste est super intéressant. Autrement dit, il grandit dans un milieu où le travail et la réussite matérielle comptaient beaucoup, mais où la lecture et l'éducation avaient aussi leur place. La maison familiale était assez confortable pour permettre l'accès aux écoles religieuses et à un univers culturel qui allait former le jeune Georges. Quand il était enfant, il suit d'abord l'enseignement des jésuites, un cadre scolaire exigeant qui met l'accent sur la rigueur, la logique et la discipline intellectuelle. Les jésuites étaient partout en Belgique, à cette époque, et leur collège avait la réputation d'être sévère mais efficace. C'est pas anodin parce que ce type d'éducation forge une façon de penser structurée. On apprend donc à Georges à raisonner, à maîtriser les bases scientifiques et à aimer la lecture. Chez les Lemaître, la foi catholique est présente, comme un cadre et mode de vie sans être étouffant. La religion fait partie du quotidien, des fêtes, des discussions familiales, et ça va laisser des traces chez Georges. Le catholicisme n'était pas seulement une pratique sociale, il donnait aussi un cadre moral et intellectuel, un horizon auquel il s'identifiera toute sa vie. Le contexte belge de l'époque contribue aussi à façonner le caractère du garçon. Charleroi, c'est une ville industrielle, proche du monde ouvrier, mais aussi d'un entrepreneuriat local assez dynamique. La famille Lemaître, malgré le confort relatif, n'est pas à l'abri de certains problèmes. Quand la verrerie fait face à des difficultés et qu'un incendie détruit l'atelier, la famille doit partir à Bruxelles. Le déménagement marque Georges à son âge et lui ouvre de nouvelles perspectives scolaires. Bruxelles lui offre d'autres écoles, d'autres rencontres et un environnement plus urbain, peut-être plus stimulant intellectuellement. Très tôt, on voit chez lui un goût marqué pour la lecture et pour les sciences, qui doit probablement venir de son père et de son éducation. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'il a des livres à la maison. Ses instituteurs jésuites l'encouragent. Et il trouve dans les bibliothèques scolaires des revues et des ouvrages qui parlent de mathématiques, de mécanique et d'astronomie. Lemaître n'est pas un enfant dissipé. Il lit, il travaille, il pose des questions. Ses professeurs remarquent qu'il aime comprendre le pourquoi des choses. C'est important parce que, au début du XXe siècle, être passionné de sciences à l'école était encore quelque chose d'assez réservé à ceux qui avaient les moyens et l'appui familial. Georges a les deux. Sa famille accepte qu'il suive une filière scientifique et il commence des études d'ingénieur à Louvain. La religion joue un rôle particulier dans sa formation intellectuelle. La Belgique est alors un pays où l'Église a une forte influence sur l'éducation et sur la vie publique. Et là-dedans, Lemaître découvre très tôt que même si c'est rare, on peut être homme de foi et homme des sciences en même temps. Et c'était le cas il y a longtemps de Galilée, Kepler, Copernic ou Newton, qui étaient des hommes de l'Église et très croyants et ont changé le monde à leur façon. Donc chez Georges Lemaître, la vocation religieuse coexiste avec la passion scientifique. Mais ce n'est pas un choix soudain. À la maison et à l'école, on parle de Dieu, mais on parle aussi de règles, d'ordre et de vérité. Ces valeurs ne sont pas contraires avec la curiosité scientifique. Elles la structurent. Plus tard, il dira lui-même qu'il ne s'est jamais senti contraint de choisir entre la foi
et la science. C'est sans doute ce choix qui fera de lui un scientifique capable d'aborder des questions fondamentales tout en restant proche des grandes questions métaphysiques. Il a donc choisi les maths parce qu'elles l'attirent, parce qu'elles offrent des outils précis. La mécanique le fascine parce qu'elle exprime le monde de façon claire. On raconte qu'il aimait démonter des objets, comprendre comment ils marchaient. Il s'intéresse autant aux idées qu'aux machines. Ces petits gestes, toucher, observer, démonter, lire, construisent une pratique scientifique très concrète. Les enseignants qui l'accompagnent voient en lui quelqu'un d'ordonné, structuré, qui sait poser un raisonnement. Cette méthode devient plus tard la marque de son travail en cosmologie. Un autre aspect important, souvent sous-estimé, c'est l'accès à des modèles intellectuels. Les livres de la bibliothèque du collège, les journaux scientifiques de l'époque, les conférences locales, tout ça nourrit et stimule son imaginaire. Il découvre des textes qui parlent d'étoiles, d'univers, d'équations. À l'époque, la physique est en pleine révolution, avec les travaux sur la relativité restreinte et la nouvelle physique quantique. Même si tout ça reste compliqué pour un adolescent, ces idées font naître des questions. Le maître n'est pas effrayé par les notions abstraites. Au contraire, il veut les comprendre. Il veut aussi parler du milieu culturel dans lequel il évolue. Sa famille, même si elle est chrétienne pratiquante, n'est pas enfermée. Les discussions à table, les échanges sur la société et la politique, l'ouverture vers la lecture de journaux et d'essais donnent à Georges une culture large. Il lit aussi de la philosophie, il lit de la théologie, il lit des ouvrages scientifiques. Un détail souvent négligé, mais qui a son importance, c'est la façon dont ses professeurs le prennent au sérieux. Avoir un professeur qui reconnaît son talent et l'encourage change tout. Pour le maître, cette reconnaissance se retrouve à Louvain, et plus tard, auprès de mentors comme le cardinal Mercier et des scientifiques britanniques. Mais le premier encouragement vient de ces années d'école où les maîtres lui proposent des lectures exigeantes et lui donnent des exercices qui le poussent à réfléchir. La confiance institutionnelle, l'accès à des ressources et la qualité des enseignants participent activement à sa construction. Puis Georges, c'est pas un enfant qui cherche la gloire. Il est plutôt discret, concentré, avec une curiosité quasi innée. Il aime comprendre au fond, même si ça prend du temps. Il aime la beauté des équations, il aime la précision d'une démonstration. Et il aime aussi les questions qui dépassent la technique. Quelques années plus tard, après le collège et le lycée, il décide d'entamer des études d'ingénieur à l'Université catholique de Louvain. Ce choix n'est pas tombé du ciel. Sa famille venait d'un milieu industriel et ses proches voyaient dans l'ingénierie une voie sérieuse, utile et stable. Georges accepte. Mais dès le début, on sent qu'il n'est pas seulement attiré par la pratique technique. Il aime la rigueur des calculs, l'idée qu'une formule puisse rendre clair ce qui semble confus. Il entre donc en fac d'ingénieur. Il suit des cours de mécanique, de mathématiques appliquées et de physique. Et il travaille comme un étudiant sérieux, attentif et obstiné. Puis, au beau milieu de ses études, la guerre éclate. En 1914, beaucoup de projets s'arrêtent net. Georges choisit de s'engager. Il part au front comme officier d'artillerie. C'est une expérience qui change un homme. Loin des amphithéâtres, il découvre la violence, la fatigue et les combats. Il voit des camarades tomber. Il fait face à des nuits froides et à des bombardements. Cette période est dure et marque sa façon de voir le monde. Plutôt que de l'endurcir, la guerre renforce sa quête de sens. Il revient avec l'envie de comprendre les grands mécanismes de la réalité et sans illusion. L'expérience du front lui donne une certaine motivation à vouloir réaliser ses rêves avant qu'il ne soit trop tard. Donc quand il revient du front, il n'a plus l'insouciance d'un étudiant de 19 ans. Après l'armistice, il reprend les études, mais il n'est plus le même. L'ingénierie reste un terrain solide, mais il se tourne peu à peu vers les mathématiques et la physique théorique. Il entame des travaux plus abstraits et il s'intéresse aux fondements des équations. Le retour à l'université lui permet de reprendre contact avec des professeurs exigeants qui repèrent vite son goût pour la réflexion pure. Il suit aussi des cours de philosophie, comme la philosophie thomiste qui domine alors à Louvain. Cette double formation scientifique et philosophique façonne sa manière d'aborder des problèmes. Il ne voit pas la science comme une suite d'exercices techniques. Pour lui, les équations posent des questions profondes sur la réalité. Peu à peu, il abandonne l'idée d'être un ingénieur pratique pour se consacrer à la recherche mathématique et à la physique.
Il prépare une thèse de science qui porte sur les questions d'analyse et d'approximation de fonctions. Donc une thèse beaucoup plus mathématique que physique. Ce travail montre qu'il aime le détail rigoureux et la clarté des démonstrations. Il y trouve déjà la même exigence que dans ses travaux de cosmologie plus tard. Alors, il n'a pas travaillé sur la relativité générale parce qu'à l'époque, elle est encore trop jeune et n'a pas encore la reconnaissance scientifique actuelle. Donc, elle est très peu étudiée. La thèse le propulse dans un milieu académique où il rencontre des chercheurs et où il gagne en confiance. Il se révèle comme quelqu'un capable de traduire une intuition en calcul précis. Et c'est une qualité rare et autant appréciée par les mathématiciens que par les physiciens. La période qui suit est marquée par des rencontres décisives. Il obtient des bourses et des possibilités de voyage qui vont changer sa trajectoire. Il part donc aux États-Unis, à Harvard et au MIT plus précisément, où il côtoie des écoles de pensée et des outils de calcul avancés. Il se familiarise avec les observations astronomiques et avec des méthodes numériques qui étaient alors naissantes. C'est là qu'il s'entoure d'un réseau international et qu'il comprend l'importance de relier théorie et observation. Et il ne suffit pas d'écrire de belles équations. Il faut aussi penser à ce que mesurent les télescopes et comment on compare un calcul à la réalité pour pouvoir modifier, valider ou réfuter une théorie scientifique. Cette idée de travailler dans la physique théorique avec les données observationnelles deviendra centrale dans sa carrière. En parallèle, il obtient certaines responsabilités ecclésiastiques, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Église. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la foi ne l'enferme pas dans un dogmatisme antiscientifique. Au contraire, elle lui donne un cadre moral et intellectuel. Il voit science et religion comme deux manières de chercher la vérité. Cette attitude lui permet de travailler sans ressentir de conflit entre les questions spirituelles et les exigences mathématiques. Au séminaire, il découvre une autre forme de rigueur. Ce n'est plus celle des équations ou des problèmes de mécanique, mais celle de la théologie et de la philosophie. On lui enseigne Thomas d'Aquin. On lui parle de tradition de l'Église et des grands débats sur la nature de Dieu, de l'homme et de l'univers. Et ce qui le marque, c'est qu'il ne vit pas ça comme deux mondes séparés. Il ne met pas la science d'un côté et la foi de l'autre. Pour lui, c'est comme si c'était un seul monument, une seule quête de vérité. Les cours de théologie sont pour lui une manière d'approfondir la question du sens, pendant que les mathématiques lui permettent de décoder les lois qui gouvernent la nature. En 1923, il est ordonné prêtre. Et loin de l'éloigner des sciences, cette étape lui donne une stabilité intérieure. Il ne cherche pas à devenir un savant reconnu ou à grimper les échelons dans une carrière universitaire. Sa motivation est plus profonde, comprendre et transmettre. Être prêtre lui donne aussi un rôle social, celui d'un homme qui se met au service des autres, qui écoute et qui guide. Mais en même temps, il continue ses recherches avec la même intensité. Dans cette période, Georges trouve peu à peu un équilibre unique. D'un côté, il plonge dans les écritures, dans la réflexion spirituelle, dans les traditions de l'Église. De l'autre, il reste à jour des grands débats scientifiques de son temps. Sur le plan académique, il devient ensuite professeur et chercheur pour pouvoir pleinement se consacrer à la recherche. Il lit Einstein, il suit les discussions sur la relativité et il garde toujours une oreille attentive aux nouveautés en astronomie. Ce double point de vue va marquer toute sa vie. Il ne sera jamais un scientifique classique enfermé dans un laboratoire, ni un prêtre coupé du monde. Il sera toujours à la frontière, capable de dialoguer avec les savants les plus exigeants comme avec les croyants les plus simples. Ce mélange, certains ne le comprennent pas. Dans les milieux académiques, on le voit parfois comme un religieux un peu trop prêcheur. Dans les milieux religieux, on peut s'inquiéter pour son attrait pour une science qui bouleverse l'image traditionnelle du monde. Mais lui s'en moque. Il avance avec sa propre logique. Il est persuadé qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre la foi et la science. Pour lui, la foi cherche le pourquoi ultime. La science décrit le comment. Et tant que chacun reste à sa place, les deux se complètent. Cette conviction, Georges ne la garde pas pour lui. Elle se retranscrit dans sa manière d'enseigner et d'écrire. Quand il parle de l'univers, il n'essaie pas de faire entrer Dieu dans ses équations. Et quand il prêche, il n'essaie pas de faire de la physique dans ses sermons. Il distingue les deux domaines, mais il refuse de les opposer. Et c'est sans doute cette clarté qui va lui permettre d'oser proposer des théories scientifiques révolutionnaires sans jamais renier sa vocation religieuse. Donc à cette étape de sa vie, on a bien compris que Georges Lemaître divise sa vie entre chercheur et prêtre.
Mais comment il en est venu à cette découverte si importante? Eh bien simplement parce qu'il ne s'est pas contenté d'enseigner dans une petite école religieuse ou de se consacrer uniquement à sa vie paroissiale. Non, il veut continuer à creuser les grandes questions de l'univers. Il a toujours cette soif de comprendre, cette passion pour les mathématiques et la physique. Et il sent que c'est là qu'il peut apporter quelque chose de neuf. Alors il se lance dans la recherche scientifique. Et très vite, son intérêt se porte vers ce qui est en train de bouleverser toute la physique à l'époque, la relativité générale. La théorie d'Einstein était publiée depuis quelques années, et elle changeait complètement notre vision de la gravitation. On ne parlait plus d'une simple force comme chez Newton, mais d'un espace-temps qui se déforme sous l'effet de la matière. Pour beaucoup de physiciens, c'était une révolution encore difficile à digérer. Mais pour le maître, c'était un terrain de jeu incroyable. Lui, il se dit que cette nouvelle théorie doit pouvoir nous donner des réponses sur l'univers dans son ensemble. Pas seulement sur les planètes ou les étoiles. Et c'est exactement ce qu'il va essayer de faire. Ses premières recherches portent sur les équations cosmologiques dérivées de la relativité générale. À l'époque, on pensait encore que l'univers devait être statique. Même Einstein lui-même avait modifié ses équations en ajoutant une constante cosmologique pour que tout tienne en équilibre. Mais le maître, lui, va regarder ça autrement. En travaillant sur ces équations, il se rend compte qu'elles admettent une solution où l'univers n'est pas figé, mais en expansion. Il ne le crie pas encore sur tous les toits, mais cette idée commence à prendre racine dans son esprit. Il développe un peu plus ses modèles pour les parfaire. Mais pour développer sa recherche, il ne se limite pas à la Belgique. Très tôt, il comprend que la science est un milieu international et qu'il doit aller là où ça bouge. Il part d'abord au Royaume-Uni, à Cambridge. Et là, il rencontre une figure majeure, Arthur Eddington. Eddington, c'est l'astrophysicien britannique qui a confirmé la relativité générale, en 1919, lors d'une éclipse solaire. Il a prouvé que la lumière des étoiles était déviée par le Soleil, exactement comme Einstein l'avait prédit. Ce succès a fait d'Eddington l'un des scientifiques les plus influents de son temps. Le maître et Eddington vont très vite s'entendre. Eddington est impressionné par l'intelligence et la rigueur de ce jeune prêtre belge. Et pour le maître, c'est un contact précieux. Grâce à lui, il a accès aux dernières avancées théoriques et aux débats les plus pointus. C'est aussi une sorte de modèle, quelqu'un qui montre qu'on peut penser l'univers de manière audacieuse, tout en restant rigoureux. Cette rencontre est déterminante, parce qu'elle donne à le maître une légitimité et un réseau scientifique au plus haut niveau. En d'autres termes, Eddington le fait reconnaître sur la scène internationale et permet à le maître d'effacer son profil religieux, qui peut potentiellement le desservir, parce que si Eddington le recommande, alors c'est qu'il fait ses preuves. Mais le maître ne s'arrête pas là non plus. Après son passage à Cambridge, il retraverse l'Atlantique et part aux États-Unis, grâce au contact d'Eddington justement. Et là encore, c'est un moment clé. Aux États-Unis, il découvre un autre univers scientifique, plus axé sur l'observation. Et c'est là qu'il entre en contact avec Edwin Hubble, l'astronome qui à la même époque commence à publier ses observations sur les galaxies. Hubble n'est pas aussi connu qu'aujourd'hui. Hubble montre que plus une galaxie est éloignée de nous, plus sa lumière est décalée vers le rouge, ce qui signifie qu'elle s'éloigne à grande vitesse. Autrement dit, l'univers est en expansion, mais on va en reparler un peu plus tard. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le maître, c'est comme une confirmation expérimentale de ce qu'il avait déjà entrevu dans ses équations. Lui, avec la relativité générale, il avait vu que mathématiquement l'univers pouvait être en expansion. Et maintenant, avec Hubble, il y a les preuves observationnelles. Le lien entre les deux est puissant. Mais il ne faut pas croire que ça a été simple et immédiat. À l'époque, les deux mondes, celui des mathématiques et celui des astronomes, ne communiquaient pas si bien que ça. Le maître joue justement un rôle de pont. Il comprend les équations d'Einstein, il comprend aussi les observations des astronomes et il met tout ça ensemble. Ses séjours au Royaume-Uni et aux États-Unis transforment complètement sa carrière. Il le place au cœur des débats les plus modernes et lui donne une crédibilité internationale. Et surtout, il aide à assembler toutes les pièces du puzzle. Quand il revient en Belgique, il n'est plus seulement un prêtre curieux des sciences. Il est devenu un chercheur reconnu en contact direct avec les plus grands noms de la physique et de l'astronomie. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à formuler ses idées les plus révolutionnaires. Bon, on va remonter quelques années en arrière, en 1915. Il faut bien se mettre dans le contexte. La théorie de la relativité générale est publiée par Albert Einstein,
et est l'ensemble de plusieurs principes, plusieurs formules dont une novatrice qui définit tout. C'est l'équation de champ d'Einstein. Même si elle est difficile à comprendre, l'équation d'Einstein est extrêmement puissante. C'est vraiment une équation qui veut décrire l'univers entier. En gros, elle relie la matière et l'énergie à la forme de l'espace-temps. Dit autrement, ça veut dire que la façon dont la matière est distribuée dans l'univers dit à l'espace-temps comment se courber. Et la courbure de l'espace-temps dit à la matière comment bouger. C'est une espèce d'interaction permanente entre matière et géométrie. Einstein, lui, quand il écrit ça en 1915, il a déjà conscience que c'est révolutionnaire. Mais en même temps, il veut que son univers colle à ce qu'on pense à l'époque. Et c'est-à-dire un univers fixe, éternel, immuable. Pour y arriver, il ajoute quelques années plus tard une espèce de correction dans son équation, la constante cosmologique. C'est un terme supplémentaire qui agit comme une force répulsive, une pression négative, qui empêche l'univers de s'effondrer sur lui-même à cause de la gravité. Ça permet de garder tout statique. Sauf que c'est un bricolage, pas une conséquence logique d'un raisonnement mathématique rigoureux. Encore quelques temps après, le maître, lui, quand il apprend ces équations, il ne part pas avec l'idée de les forcer à donner un univers immobile. Il les regarde d'un autre œil. Et ce qu'il remarque, c'est qu'il existe une solution naturelle où l'univers n'est pas stable, mais en mouvement. Les équations d'Einstein, sans ajout artificiel, autorisent un univers qui peut s'étirer ou se contracter. En bossant là-dessus, il comprend que la solution la plus cohérente, c'est celle où l'univers est en expansion. En fait, ce n'est pas qu'il l'invente de nulle part, c'est que c'est écrit dans les maths. Il fallait juste avoir le courage d'accepter ce que les équations racontaient. En gros, il ne se fixe pas une idée préconçue avant de faire les calculs comme l'univers est fixe, par exemple. Il part du principe que les équations relativistes d'Einstein sont justes et qu'il veut voir en les appliquant à l'univers où est-ce qu'elles peuvent l'emmener. En d'autres termes, quelles sont les solutions de cette équation lorsqu'on les applique à l'univers dans son ensemble. Et c'est là qu'il se démarque. Il montre que l'univers est en expansion. Parce qu'à l'époque, la plupart des physiciens, même Einstein, rejetaient cette idée. Pourquoi ? Eh bien parce que ça ne collait pas à leur vision rassurante du cosmos figé, d'un univers immobile. Un univers qui change, ça voulait dire un univers avec un début possible, une histoire, peut-être même une fin. Et ça amenait trop d'incertitudes. Mais le maître, lui, il n'a pas ce blocage. Il se dit que si les maths montrent une expansion, alors il faut suivre cette piste. Il rejette donc clairement le modèle statique. Pas par vocation, mais parce qu'il voit que ce modèle est instable et incomplet. Il dit que cette équation, ou solution, est mathématiquement inconsistante. Et si on essaye de maintenir l'univers fixe dans les équations, ça ne tient pas. La moindre petite perturbation et tout s'effondre, ou s'étire. En plus, les observations commencent à donner des indices. Bah oui, parce qu'un de ses collègues a fait des observations qui vont dans ce sens. Hubble. À cette époque, il avait montré que certaines galaxies montraient des vitesses qui semblaient indiquer qu'elles s'éloignaient de nous. Rien de précis encore, mais suffisamment pour éveiller les soupçons. Alors, le maître franchit le pas. Il propose un univers en évolution. Il explique que non seulement les équations le permettent, mais qu'en plus, c'est probablement la réalité. Et il ne reste pas vague. Il va jusqu'à calculer la relation entre la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne et la distance par rapport à nous. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Et c'est ça qui est incroyable. Ce prêtre belge, presque inconnu, va être le premier à assembler deux mondes. D'un côté, la relativité générale, avec ses équations qui décrivent la dynamique de l'espace-temps, et de l'autre, les données observationnelles qui pointent vers un cosmos en mouvement. En mettant les deux ensemble, il élabore un modèle d'univers en expansion, cohérent et révolutionnaire. À ce moment-là, il ne se doute pas encore que cette idée va bouleverser toute la cosmologie. Et il sait qu'il a touché à quelque chose de fondamental. L'univers n'est pas figé. Il est vivant, il change, il a une histoire. Et cette conviction, il ne la tient pas d'une intuition mystique ou d'un coup de génie isolé, mais du simple fait d'avoir eu la rigueur de prendre au sérieux ce que les équations d'Einstein disaient vraiment. À ce stade de son parcours, le maître ne s'arrête pas à l'idée que l'univers est en expansion. Pour lui, si l'espace est en train de grandir, ça veut dire qu'il a été plus petit dans le passé. Et en poussant ce raisonnement jusqu'au bout, il arrive à une conclusion un peu vertigineuse. Si on remonte suffisamment loin dans le temps, on doit tomber sur un moment où l'univers tout entier tenait dans un état hyper condensé, inimaginablement dense et chaud. Et c'est là qu'il tire son idée de l'atome primitif. Alors quand il parle d'atome primitif, faut pas le prendre au pied de la lettre.
comme si c'était un gros atome physique à l'origine de tout. Non, le nom est imagé. C'est une image qu'il utilise pour faire comprendre à quoi ressemblerait ce début de tout. En gros, il imagine un point unique qui contient toute la matière et toute l'énergie de l'univers, concentré dans une seule entité. Mais ce n'est pas juste un amas, c'est un état limite, une sorte de singularité initiale, où les lois de la physique qu'on connaît aujourd'hui ne marchent plus vraiment. Dit autrement, c'est comme si l'univers entier était comprimé à l'extrême avant de se mettre à exploser et à s'étendre. Et ce qui est dingue, c'est que le maître arrive à ce concept bien avant que l'on ait des preuves observationnelles solides pour le confirmer. Lui, il parle d'un raisonnement logique. Expansion implique origine. Il ne le dit pas pour choquer ni pour plaire à ses supérieurs religieux. Il le dit parce que les maths et la cohérence de son modèle l'y obligent. Et c'est là où il est souvent mal compris. Beaucoup ont cru que cette idée d'un commencement venait de sa foi. Mais si on lit ses travaux, on voit bien qu'il sépare toujours les deux. Son atome primitif, ce n'est pas une réécriture scientifique de la Genèse. C'est une hypothèse cosmologique née d'une équation et de l'observation. Évidemment, annoncer que l'univers a eu un début, ça n'a pas plu à tout le monde. Einstein, par exemple, quand le maître lui présente son idée, lui répond en gros « Vos calculs sont corrects, mais votre physique est horrible ». En clair, il reconnaît que les maths tiennent debout, mais il n'arrive pas à accepter qu'il puisse y avoir un commencement. Pour lui, l'univers devait être éternel. Mais bon, à force de regarder mes vidéos de portraits, vous commencez à avoir l'habitude qu'Einstein avait toujours tort. Bon, pas surtout quand même, il a quand même fait une révolution. Il est l'auteur d'une des plus grandes théories de la physique, mais on dirait qu'il croyait pas trop aux résultats qu'elle sortait sur la table. Bref, d'autres scientifiques, surtout dans les années 30 et 40, trouvent que ça ressemblait trop à une idée religieuse. Ils préfèrent défendre un modèle d'univers éternel et immuable, comme la théorie de l'état stationnaire, qui arrivera plus tard. Mais le maître, lui, il tient bon. Il ne cherche pas à imposer son point de vue, il propose, il discute, il affine. Il dit simplement que si l'univers est en expansion aujourd'hui, il devait être concentré dans le passé. Et en remontant suffisamment, on tombe forcément à un état initial compact et unique. Et c'est de là que tout est parti. Et ce qui est beau dans cette démarche, c'est qu'il ouvre une piste. Il ne ferme pas la discussion. Il ne prétend pas décrire en détail ce qui s'est passé avant ou aux tout premiers instants. Il dit juste « voici une hypothèse cohérente qui découle naturellement de la relativité générale ». Sans le savoir, avec son atome primitif, le maître jette en fait les bases de ce qu'on appellera plus tard le Big Bang. Le mot viendra plus tard, et même au départ, comme une moquerie. Mais le cœur de l'idée est déjà là. Un univers qui a une histoire, qui naît dans un état ultra dense et qui s'étend au fil du temps. Le maître est donc le premier à donner un sens scientifique à la question sur l'origine cosmique. Pas une réponse définitive, pas un dogme, mais une théorie testable, basée sur une des équations et ouverte à la critique. En fait, ce qui frappe, c'est que son intuition va bien plus loin que ce que les données de son époque permettaient de dire. Les preuves viendront plus tard avec la découverte du fond diffus cosmologique dans les années 60. Mais lui, dès les années 30, a déjà posé les bonnes bases. Et c'est pour ça qu'on peut dire que l'atome primitif de le maître, c'est le point de départ de toute la cosmologie moderne. Une hypothèse simple, mais qui change complètement la manière dont on pense l'univers. Au lieu d'un décor figé, on a une histoire avec un commencement. Alors c'est bien beau d'avoir un modèle du commencement de l'univers, mais est-ce qu'il y a des observations? Des choses qui peuvent découler de son atome primitif. En d'autres termes, est-ce qu'une loi peut émerger de ces résultats? Eh bien oui, et vous la connaissez très probablement. La loi de Hubble-Lemaître. Et c'est en gros la règle qui nous dit que l'univers est en train de s'étirer, de s'expandre. Quand on regarde une galaxie lointaine, sa lumière est décalée vers le rouge. Et ce décalage est le signe que la galaxie s'éloigne de nous. C'est une conséquence de l'effet Doppler cosmologique. La lumière est une onde. Et une onde peut se déformer selon la vitesse à laquelle un émetteur envoie l'onde par rapport au récepteur, qui est nous sur la Terre par exemple. Ça fonctionne pareil pour les ondes sonores quand un camion de pompiers s'approche et s'éloigne de nous. L'onde, en s'approchant de nous, a une fréquence plus élevée. Donc, on l'entend plus aiguë et lorsqu'elle s'éloigne de nous, sa fréquence diminue. Donc, l'onde s'éloigne. Eh bien, il y a exactement la même chose avec la lumière, qui est une onde électromagnétique. Mais au lieu de parler d'aigu ou de grave, on va parler de couleur. Lorsqu'un objet s'éloigne, il paraît plus rouge, et lorsqu'il se rapproche, il paraît plus bleu. Et Hubble a observé plein de galaxies rougeâtres parce qu'elles s'éloignent toutes de nous. Et donc la loi de Hubble dit que plus une galaxie est loin, plus sa vitesse d'éloignement est grande. En une phrase simple, ça se comprend comme ça.
La vitesse d'éloignement est égale à h fois la distance de la galaxie. Le h là-dedans, c'est le paramètre de Hubble. Et la valeur qu'on prend aujourd'hui s'appelle la constante de Hubble. L'idée paraît simple, mais elle est énorme. Et si tout s'éloigne de tout et que la vitesse augmente avec la distance, ça veut dire que l'univers entier gonfle, comme une pâte à pain qui lève dans un four. Plus une galaxie est loin, plus vite l'espace qui nous sépare grandit. Ce n'est pas un effet local, c'est une propriété globale de l'univers. La loi est utilisée tous les jours en cosmologie. Elle sert à transformer un décalage vers le rouge dû à l'effet Doppler en vitesse, puis en distance, à condition de connaître la valeur de h. Elle permet aussi d'estimer l'âge de l'univers en prenant en compte aussi la vitesse de la lumière. Et elle est la base de n'importe quel modèle qui raconte l'histoire du cosmos. Mais d'où sort cette loi? Eh bien, elle sort directement des équations d'Einstein sur la relativité générale. Dans ce contexte-là, il faut introduire un paramètre qu'on appelle le facteur d'échelle, que les cosmologistes nomment avec la lettre A minuscule. Ce facteur dépend du temps et décrit comment toutes les distances évoluent avec le temps. En fait, il rapporte les distances relatives par rapport à aujourd'hui. En gros, si on prend aujourd'hui une longueur de 1 mètre, alors le facteur d'échelle, c'est la variation de cette longueur par rapport à la longueur mesurée aujourd'hui, qui vaut 1 mètre. Donc le facteur d'échelle vaudra 1, valeur qui est celle qu'on mesure aujourd'hui. Mais cette même longueur, il y a 5 milliards d'années, supposons qu'elle valait 50 cm, soit un demi-mètre. Alors cette longueur était 2 fois plus petite. Donc, il y a 5 milliards d'années, le facteur d'échelle valait 1 demi, car l'univers était 2 fois plus petit. Puis il y a 11 milliards d'années, cette longueur valait par exemple 10 cm, soit 1/10 de mètre. Le facteur d'échelle, A, valait donc 1/10, soit 0,1. Et si on remonte à il y a 13,8 milliards d'années, cette longueur valait 0. Donc le facteur d'échelle était nul. C'était l'instant du Big Bang. Mais attention, le facteur d'échelle étant estimé à partir de la valeur relative, ce qui signifie en gros de combien de fois l'univers était plus petit ou plus grand par rapport à celui qu'on mesure actuellement, eh bien il grandit car l'univers est en expansion. Donc, dans 5 milliards d'années par exemple, le facteur d'échelle vaudra 4, parce que l'univers sera 4 fois plus grand, à cause de l'expansion. En d'autres termes, si ce facteur grandit, alors toutes les distances grandissent. À la distance propre entre deux points, à un instant donné, c'est ce facteur A par t multiplié par la distance en coordonnées. Quand on regarde comment varie ce facteur d'échelle dans le temps, on obtient que la vitesse à laquelle la distance augmente. Et cette variation du facteur d'échelle, c'est justement le paramètre de Hubble h. Donc la vitesse d'éloignement est égale à h fois la distance propre, qui est la loi de Hubble. Aujourd'hui, la valeur de h au temps présent, on l'appelle h0, la constante de Hubble. C'est élégant parce que ça ne dépend que de l'idée d'un univers qui se dilate uniformément. Ça explique pourquoi la relation est linéaire pour les galaxies pas trop lointaines, et pourquoi la même idée se généralise quand on parle de l'histoire complète de l'expansion. Les unités, c'est souvent kilomètres par seconde, par mégaparsec. Ce qui est une manière compacte de dire à quelle vitesse, en kilomètres par seconde, s'éloigne un objet situé à 1 mégaparsec de nous. Historiquement, si on met deux noms dessus, c'est parce que deux personnes sont arrivées au même résultat, mais par des chemins différents. Georges Lemaître a publié une dérivation théorique et même une estimation numérique avant le papier de Hubble devenu célèbre. En 1927, Lemaître avait écrit la solution de l'univers en expansion dans les équations d'Einstein et avait utilisé les données disponibles sur les vitesses radiales pour en déduire une équation reliant vitesse et distance. Il obtenait une valeur de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde par mégaparsec. 2 ans plus tard, Hubble et Humason publient la fameuse relation observationnelle entre la vitesse de récession des galaxies et leur distance, avec une pente d'environ 500 km par seconde par mégaparsec. Les deux chiffres étaient trop grands comparés aux valeurs actuelles, parce que les distances à l'époque étaient mal estimées. Mais le message était clair. Il y avait une relation linéaire et ça signifiait expansion. Lemaître avait écrit tout ça avant Hubble, et son travail donnait le cadre théorique qui expliquait ces décalages vers le rouge. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la constante de Hubble aujourd'hui et comment on la mesure? C'est la valeur actuelle de ce taux d'expansion. La mesurer est devenu un des grands objectifs de la cosmologie. Une méthode regarde l'univers proche et construit une échelle de distance, en utilisant des étoiles variables comme les céphéides, puis les supernovas de type 1A, et compare ces distances avec les décalages vers le rouge observés. Ça donne une valeur locale de H0. Une autre méthode regarde le fond diffus cosmologique, ce que les scientifiques appellent la surface de dernière diffusion de l'univers.
quand il avait à peine 380 000 ans, et ajuste un modèle physique de l'évolution de l'univers pour en déduire H0, qui est le modèle lambda CDM. Ces deux méthodes n'utilisent pas les mêmes données, pas la même physique et pas les mêmes échelles de temps. Et pourtant, elles cherchent la même valeur. Les mesures locales très précises donnent environ 73 km par seconde par mégaparsec. Le fond diffus cosmologique, notamment avec les mesures de Planck, donne plutôt 67. La différence ne disparaît pas avec le temps. Au contraire, elle s'est maintenue. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tension de Hubble. Cette tension est importante parce qu'elle peut vouloir dire qu'il y a des erreurs systématiques cachées dans les mesures. Ou alors qu'il existe une nouvelle physique au-delà du modèle standard de la cosmologie. Parce que oui, il ne suffit pas de se dire qu'il faut faire la moyenne, c'est plus compliqué que ça. Mais d'autres méthodes sont étudiées en utilisant les ondes gravitationnelles émises par les sirènes sombres. Pour replacer les choses, il faut se souvenir que Hubble avait au départ trouvé environ 500 km par seconde par mégaparsec, ce qui est beaucoup trop par rapport aux valeurs modernes. Le maître, lui, trouvait une valeur du même ordre, parce que les distances étaient trop petites. Mais avec les décennies, les méthodes de mesure se sont améliorées. Les télescopes spatiaux ont permis de recalibrer les distances. On a affiné les chandelles standards et les satellites ont mesuré le fond diffus avec une précision folle. Ça a réduit les incertitudes de manière énorme. Mais ça a aussi mis en évidence ce désaccord persistant entre les mesures locales et celles de l'univers primordial. Et ça, ce n'est pas juste un détail technique. Ça touche à nos meilleures estimations de l'âge de l'univers, de sa composition exacte. Et ça pourrait révéler des choses qu'on ne connaît pas encore. Mais alors, pourquoi le papier de Lemaître, en 1927, n'a pas eu le même impact que celui de Hubble en 1929? La réponse est un mélange de contexte et de visibilité. Bien que Lemaître était connu et soutenu par Eddington, il avait publié ses résultats dans une revue assez discrète, en français, à une époque où la communauté scientifique internationale lisait surtout en anglais. Hubble, lui, était un observateur avec des données solides sur les distances et un réseau qui donnait à son papier une large audience. Mais quand on relit l'histoire aujourd'hui, on voit bien que Lemaître avait déjà fait le travail de fond et que son article contenait les bases de la loi d'expansion. C'est pour ça qu'on parle maintenant de loi de Hubble-Lemaître, pour reconnaître les deux côtés de l'histoire. Et comment on applique cette loi aujourd'hui? En pratique, on mesure le décalage vers le rouge qu'on appelle le redshift. On le transforme en vitesse quand il est petit et on applique la relation vitesse égale h fois distance. Pour les distances plus grandes, il faut rajouter les détails de l'histoire de l'expansion et les corrections du modèle cosmologique. Mais la loi de Hubble reste la règle de base. Ça sert à cartographier l'expansion, à transformer les relevés du redshift en distance et à contraindre les quantités de matière et d'énergie noire. La constante de Hubble donne aussi le temps de Hubble, une estimation de l'âge de l'univers. Et c'est une vitesse d'expansion qui fixe l'échelle à laquelle le facteur d'échelle évolue. Aujourd'hui, la tension de Hubble reste un des sujets les plus discutés en cosmologie. Certains chercheurs défendent les mesures locales et s'attachent aux détails de calibration. D'autres examinent le fond diffus cosmologique et les hypothèses du modèle qui permettent de déduire H0. Et beaucoup testent de nouvelles idées théoriques pour voir si de la physique encore inconnue pourrait expliquer l'écart. Quoi qu'il en soit, la loi de Hubble-Lemaître reste une des lois les plus fondamentales. C'est la première relation simple et claire qui a montré que l'univers était en expansion. Elle a relié la théorie et l'observation. Et elle reste au cœur de la cosmologie moderne, exactement là où Lemaître et Hubble l'ont laissé, il y a presque un siècle. Bon, on va recontextualiser un petit peu tout ce qu'on a vu. Quand Lemaître arrive avec son idée d'univers en expansion et de commencement cosmique, on l'a vu, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. C'est facile de le comprendre aujourd'hui parce qu'on a tous les outils qui ont été imaginés et développés après. Mais à l'époque, ça ne ressemblait pas du tout à l'image que les physiciens avaient de l'univers. Pour la plupart d'entre eux, l'univers devait être fixe, éternel et immuable. On le sait déjà, mais Einstein par exemple lui-même n'a pas tout de suite suivi Lemaître. Pourtant, c'est à partir de ses propres équations que Lemaître avait construit son raisonnement. Mais Einstein, depuis le départ, voulait absolument un univers statique. Pour rappel, Einstein lui dit que ses calculs sont corrects mais que sa physique est détestable. C'est assez brutal, mais ça montre bien le blocage qu'il avait dans sa tête. Les maths disaient quelque chose, mais lui n'arrivait pas à accepter l'idée sur le plan physique. Et il n'était pas le seul. Beaucoup de physiciens de l'époque avaient du mal à se détacher de ce besoin d'un univers éternel. Comme si l'idée de changement à l'échelle du cosmos entier leur semblait impossible à intégrer.
En parallèle, les observations commencent à s'accumuler. Hubble mesure de plus en plus de vitesse de galaxies, et les résultats collent avec ce que le maître avait annoncé. D'autres astronomes confirment aussi que les décalages vers le rouge ne sont pas des effets locaux, ou des erreurs de mesure, mais bien une tendance générale. Plus on pointe loin dans le ciel, plus on voit que tout s'éloigne. Ça devient difficile de garder l'image d'un univers figé. Petit à petit, la confrontation avec les données force les physiciens à revoir leurs copies. Certains résistent encore, comme Eddington au début, qui avait du mal à imaginer un univers qui puisse naître. Mais même lui finit par reconnaître que les observations sont trop solides pour être ignorées. Et malgré sa reconnaissance naissante, en tant que scientifique, son statut de prêtre dérange toujours un peu, parce que la science essaie justement de se détacher de ce genre de choses. Certains physiciens rejettent donc la théorie, non pas parce qu'elle est fausse mathématiquement, mais parce qu'ils la soupçonnent d'être une manière déguisée de ramener Dieu dans la science. Le maître lui-même s'en défend. Il laisse ses idées scientifiques se propager au vu des résultats qu'il a obtenus. Mais ce climat de méfiance rend la discussion encore plus compliquée. D'un côté, il y a les données qui s'accumulent et qui confirment l'expansion. De l'autre, il y a des géants de la physique, comme Einstein, qui freinent et qui hésitent à abandonner leur univers statique. Et en arrière-plan, il y a cette tension entre science et religion qui reste et qui alimente certains débats quant à la légitimité des théories avancées par le maître. Finalement, ce n'est que quand les preuves deviennent vraiment incontestables, avec des observations de plus en plus précises, que les mentalités commencent à changer. Et même Einstein finit par lâcher son univers figé et par dire que l'idée de le maître était la plus belle et la plus satisfaisante explication de la création qu'il ait jamais entendue. Mais ce passage n'a pas été simple. Il a fallu du temps, des discussions, des confrontations parfois violentes entre physiciens, et des observations solides pour que l'expansion de l'univers devienne une évidence. Et au milieu de tout ça, le maître a dû tenir bon, défendre ses calculs, répéter encore et encore que sa théorie était basée uniquement sur la physique et non sur les croyances personnelles. C'est grâce à cette persistance qu'on parle encore de lui aujourd'hui, parce qu'il a réussi à garder sa position, même face aux plus grands noms de la science de son époque. Après la tempête des débats et les premières controverses, la carrière de Georges Lemaître entre dans une période plus calme, mais très productive. Petit à petit, son travail commence de plus en plus à être pris au sérieux par la communauté scientifique. Einstein lui donne de plus en plus de crédit au vu de ses publications. Il publie des articles qui font avancer la science et des textes où il expose proprement ses idées et où il donne des calculs précis, que d'autres peuvent vérifier. Il travaille pour parfaire les modèles qu'il a créés. Le papier de 1927 reste central parce qu'il relie la théorie à des mesures observables. Et plus tard, ses textes sur l'idée de l'atome primitif montrent qu'il ne se contente pas d'une intuition, mais qu'il essaie de traduire ses idées en formules et en prédictions. Ces publications servent de référence pour tous ceux qui, ensuite, construiront la cosmologie moderne. Sur le plan pédagogique, il joue un rôle central clé en Belgique. Il enseigne à l'université catholique de Louvain, où il combine cours magistraux et encadrement attentif et des étudiants. Il n'impose pas un dogme, il explique la relativité, il montre comment on passe des équations abstraites aux conséquences physiques. Il apprend à lire un raisonnement jusqu'au bout. Les générations d'étudiants qui passent dans ses cours gardent le souvenir d'un professeur exigeant mais accessible, capable de rendre simple une idée compliquée. Son influence se voit dans la manière dont la cosmologie entre progressivement dans les programmes universitaires belges et même internationaux, et dans la formation d'un petit noyau de chercheurs qui continueront les questions qu'il a posées. En parallèle, il ne se coupe pas du monde scientifique international. Il voyage, il répond aux courriers, il participe à des conférences. Il échange avec des astronomes et des physiciens. Ces échanges font de lui un scientifique connecté, capable de défendre ses résultats face aux critiques et d'intégrer les nouvelles observations dans son raisonnement. Il n'a pas cherché la mise en lumière personnelle, il a su se rendre utile en présentant clairement des idées qui, sans lui, seraient restées techniques et repliées sur elles-mêmes. Ses publications suivantes abordent des thèmes variés, mais toujours liés à la cosmologie et à la relativité. Il écrit sur la constante cosmologique, sur l'interprétation des solutions des équations d'Einstein et sur les implications physiques d'un cosmos qui évolue. Il tente aussi de penser le lien entre la physique quantique et le début de l'univers, en proposant des pistes et des cadres conceptuels plutôt que des démonstrations définitives. En gros, il essaie de jeter les bases d'une théorie de la gravitation quantique, ou ce qu'on appelle plus communément la théorie du tout.
Ces textes montrent une méthode. Rigueur mathématique, souci de confrontation avec l'observation et prudence dans les conclusions. Il accepte la critique et il améliore ses arguments à partir des remarques reçues. La place qu'il occupe au sein des institutions belges n'est pas seulement celle d'un enseignant. Il participe à la vie scientifique locale. Il contribue à des comités, il aide à organiser des séminaires et il pousse aussi pour que la recherche en physique progresse dans son pays. Grâce à ça, Louvain devient un centre où la relativité et la cosmologie sont enseignées sérieusement. Et plusieurs étudiants belges pourront ensuite faire des carrières internationales et encore aujourd'hui. L'université de Louvain est reconnue internationalement pour ses chercheurs et chercheuses. Son attitude, faite d'exigence et d'ouverture, inspire un climat académique qui favorise la curiosité et l'excellence. Sur la scène internationale, il se fait connaître par ses échanges avec des personnalités clés et par sa capacité à présenter des idées nouvelles de façon nette. Il est invité à des colloques, il répond à des revues internationales et il collabore avec des astronomes qui cherchent à relier théorie et observation. Il n'est pas seulement un théoricien reclus, et il est quelqu'un qui comprend le besoin des observateurs et qui veut que les modèles mathématiques servent à interpréter des données réelles. Cette posture lui permet de siéger parfois dans des comités scientifiques et de contribuer à des institutions qui réfléchissent aux grandes questions du ciel. Avec les années, la reconnaissance devient plus large. Les critiques initiales s'estompent, les arguments en faveur d'un univers en expansion s'accumulent. Et la communauté finit par admettre que ses contributions seront fondamentales. On l'invite à plein de conférences, il reçoit des hommages, et son rôle dans la naissance de la cosmologie est de mieux en mieux compris. Il reste malgré tout assez discret, préférant que les idées parlent pour lui plutôt que d'accumuler titres et décorations. Et en fin de compte, sa carrière relie publications importantes, enseignement attentif et participation active au réseau scientifique. Il a contribué à structurer la recherche en Belgique tout en restant un acteur reconnu au niveau international. Son parcours montre comment un savant peut transformer une intuition en une discipline entière, tout en continuant à enseigner, à discuter et à faire vivre une communauté de chercheurs autour de grandes questions sur l'univers. À la fin de sa vie, le maître a la chance rare de voir ses idées confirmées par des preuves que personne ne peut ignorer. Pendant longtemps, son concept d'atome primitif et d'univers en expansion restait une hypothèse brillante mais critiquée. Puis au milieu du XXe siècle, des découvertes viennent changer la donne. Le moment décisif arrive en 1965 quand deux chercheurs américains, Penzias et Wilson, détectent par hasard un bruit étrange dans leur antenne, un signal particulier. Ils pensent d'abord que c'est un problème technique, peut-être des pigeons qui ont sali leur matériel. Mais ils finissent par comprendre qu'il s'agit d'un signal venu de partout dans le ciel, depuis n'importe quelle direction. Ce rayonnement uniforme est présent dans toutes les directions, c'est ce qu'on appellera plus tard le rayonnement fossile. Et ce rayonnement, c'est exactement ce qu'on attend si l'univers a commencé dans une boule de feu extrêmement chaude et dense, avant de s'étendre et de refroidir. Autrement dit, c'est la confirmation directe que le maître avait vu juste, qu'un commencement cosmique avait bien eu lieu. Pour lui, c'était une sorte de validation finale. La preuve que son intuition n'était pas seulement une belle théorie, mais une description fidèle de la réalité. À cette époque, le maître était déjà affaibli. Il est malade, vieilli, mais il est encore là pour apprendre la nouvelle. Il comprend ce que ça veut dire. Il sait que ce raisonnement est l'aboutissement expérimental que la science attendait depuis des décennies. Ce n'est pas une victoire éclatante où il triomphe publiquement, mais une satisfaction personnelle et presque un soulagement. Après avoir longtemps défendu son idée face au scepticisme, il voit enfin la communauté scientifique basculer de son côté. L'histoire retiendra ce moment comme celui où le Big Bang s'impose. Mais pour lui, c'est aussi la fin d'un long chemin personnel. Ces dernières années sont marquées par une reconnaissance de plus en plus nette. Lui qui avait été critiqué, ignoré parfois, se retrouve honoré par ses pairs. On le salue comme un pionnier, comme celui qui a ouvert la voie à la cosmologie moderne. Même s'il n'a pas eu de prix Nobel pour la prédiction du CMB alors que Penzias et Wilson l'ont eu, il s'en fout. Ses collègues, en fait, lui rendent hommage, ses étudiants se souviennent de lui et de son enseignement, et même ceux qui avaient douté de lui admettent qu'il avait été en avance sur son temps. Il ne cherche pas à se mettre en avant, il reste fidèle à sa modestie et à sa discrétion. Mais la reconnaissance est bien là. C'est un moment rare dans l'histoire des sciences qu'un chercheur puisse voir de son vivant sa théorie la plus audacieuse, devenir une base incontestable de la connaissance. Imaginez si Galilée était encore vivant pour voir ses travaux encore réutilisés partout. L'impact qu'il a eu sur la cosmologie est immense. Avant lui, la question de l'univers était encore floue.
dominé par des modèles statiques et par des spéculations sans cadre solide. Après lui, la cosmologie devient une science au sens fort, avec des équations, des observations et des prédictions testables. Le fait qu'on parle aujourd'hui de la loi de Hubble-Lemaître est un signe fort. On reconnaît que sans ces calculs, Hubble n'aurait pas eu la grille théorique pour interpréter ces observations. Sans le maître, la cosmologie aurait sans doute avancé, mais beaucoup plus lentement, avec des détours et sûrement des hésitations. Il a donné une direction, il a structuré le champ, et les chercheurs qui l'ont suivi ont pu bâtir sur ses fondations. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets une vidéo ici sur Galilée. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et pareil ici sur Einstein. J'espère qu'elles vous plairont. C'était Zebrolos. On se retrouve bientôt. Ciao.